Hier j'ai fait 8 hôtels / motels différents sur la route, ils étaient tous complets. Donc j'ai encore dû dormir dans la voiture pour la deuxième nuit de suite. Et regardez à côté de quoi je me suis garé, sans le savoir parce qu'il faisait nuit et que je voyais rien. Un cimetière. Aujourd'hui on est parti depuis le Montana et là on traverse l'Idaho. On est à la frontière des deux états. On va traverser sans s'arrêter et on se dirige vers l'état de Washington et plus particulièrement vers le comté de Pierce. Après 6 jours de route à traverser l'Amérique du Nord, j'approche enfin de ma destination finale, le territoire du célèbre Bigfoot. Bigfoot, cette légende vivante, ou pas, des forêts américaines. Depuis des décennies, des témoins rapportent avoir vu cette mystérieuse créature, mi-homme, mi-bête, au cœur des bois. Mais est-il réel ou un simple mythe qui nourrit notre imagination collective? Dans cette vidéo, on plonge ensemble dans les mystères qui entourent Bigfoot, pour découvrir ce qui se cache derrière ce phénomène fascinant. Mais avant ça, première petite pause, je viens de m'arrêter à un 7-Eleven. C'est la première fois que je m'arrête. Alors déjà, il n'y en a pas beaucoup qui sont pas des stations essence. C'est la première fois que j'en vois en tant que combini. Et je vais tester ça parce que les 7-Eleven à la base c'est américain, c'est pas japonais. On va voir quelle est la différence. Est-ce que je peux trouver un petit déj sympa? Alors qu'est-ce qu'ils ont là? Déjà on peut mettre de l'air dans ses pneus. Ils ont Movie Rental and More. Ils ont un truc pour louer des DVD. Waouh, à l'ancienne! Redbox, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne le savais pas, mais le jour de mon passage, la société Redbox venait de faire faillite à peine 2 semaines plus tôt. Et les derniers distributeurs présents dans le pays étaient en train d'être démontés à cet instant même. Rappelez-moi de ne jamais appeler une entreprise Redbox, ça se finit jamais bien, ces histoires. Ok, chicken nuggets. Sweet treat cappuccino. J'aimerais bien trouver des lingettes. Comme j'ai pas pris de douche depuis 3 jours et que j'ai plus de lingettes, c'est vraiment un truc important à prendre sur un voyage. Ils ont tout en fait, ils ont vraiment tout. Et on a même des pop et des pokis. Ok, c'était étonnamment beaucoup mieux que ce que je pensais. Alors faut pas venir ici pour de la nourriture de qualité, de la nourriture saine, mais il y a quand même pas mal de diversité. Ça a une super mauvaise réputation, 7-Eleven, on dit que c'est des coupes-gorges aux États-Unis, c'est les endroits qui se font braquer, etc. Celui-là était super clean, super sympa. Ça je sais pas ce que c'est, mais c'est de la viande dans du gras, et c'est vachement bon. Genre de ravioli fourré à la viande. Je me suis pris un petit donut en dessert. Oh, il y a la police qui arrive. Une bouteille d'eau 7-Eleven, ils ont leur marque aussi. Je me suis pris plein de Feastables, ça c'est pour ramener à mon fils. On va tester les nounours 7-Eleven aussi. Oh, ça faut vraiment tester, ils ont l'équivalent des Kinoko no Sato, c'est des friandises japonaises. C'est Meiji, c'est la même marque qui les fait. Et pour une fois, c'est des petits paquets au Japon, alors qu'en général ils ont des trucs énormes. Regardez-moi ça. Et là ils ont fait un paquet plus petit qu'au Japon, j'ai jamais vu ça. Je pense que c'est la même chose. Intéressant que ça arrive aux États-Unis ça. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 27 $. D'ailleurs tiens, je vais vous faire un top des trucs à ne pas oublier quand vous partez en road trip, principalement aux États-Unis. La voiture de police derrière. Je pense qu'il faut du cash parce qu'il y a des endroits où on peut pas payer par carte, il y a des endroits où la carte passe pas, etc. Donc il vous faut du cash. Ensuite, ça peut aider une bonne voiture. Moi, je prends quasiment toujours des SUV parce que tu te retrouves souvent à faire du hors-piste. Mais ce qui est vraiment indispensable dans la voiture, bon, aux États-Unis, elles ont tout ça, c'est une voiture qui est automatique avec un régulateur de vitesse. Parce que faire 1000 km par jour avec le pied sur l'accélérateur pendant plusieurs jours, au bout d'un moment, tes jambes, elles vont lâcher. Donc là, je fais quasiment la moitié du trajet en régulateur de vitesse. Ensuite, alors ça c'est super important, c'est mon petit conseil, ne jamais partir en road trip sans ça, un labello, parce que avec le chauffage, avec la clim, etc., ça t'éclate les lèvres. En tout cas moi ça m'éclate les lèvres en quelques heures. Et enfin, le sponsor de cette vidéo, jamais partir en voyage sans Ubigui. C'est grâce à Ubigui que j'ai full 5G là en ce moment dans un petit bled de, je sais pas si je suis dans le Montana ou l'Idaho. Alors on a vu que durant les 7000 km de voyage, on a perdu la connexion de temps en temps dans les parcs nationaux ou dans les endroits vraiment désertiques, mais c'est parce que là-bas ils s'amusent pas à foutre des antennes 5G dans les parcs nationaux. Mais sur la quasi-totalité du voyage, grosso modo, j'ai eu internet sans problème et c'est ce qui me permet de préparer mon voyage, d'écouter des podcasts dans la voiture, etc. C'est essentiel pour ce que je fais. Et si vous ne connaissez pas Ubigui, ce sont des eSIM. T'as pas de pocket wifi, t'as pas besoin de mettre de carte SIM, tu télécharges une appli et quasiment où que tu sois dans le monde, tu peux télécharger du forfait et quand tu as plus de forfait, t'en remets, etc. C'est pas très cher, c'est super efficace. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui continuent à utiliser des cartes SIM physiques et avec des codes, c'est chiant. Les pocket wifi que tu loues à l'aéroport,
c'est de la merde, il faut les recharger, ça marche pas bien. Là, Ubigui, c'est banger. Il m'accompagne depuis des années dans tous mes road trips, dans tous les pays où je vais. Ça marche super bien, je les adore, je ne peux plus me passer de ce service et tous ceux qui l'essayent ne jurent que par ça. Donc Ubigui, il y a le lien en description. Vous avez évidemment une petite réduction avec le lien, mon code, etc. Bref, allez checker, vous allez voir, en voyage, vous ne pourrez plus vous en passer, c'est incroyable. Il vous faut des lunettes de soleil, très important, et une bonne playlist. Antiquitate, Egypte l'antique, des souls salvatiques. Je pense que mes chaussures vont être mortes à la fin du voyage. Aujourd'hui, on découvre l'état de Washington et cet état, mesdames et messieurs, est vraiment plein de surprises. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Aujourd'hui, il fait 26 degrés et la température va monter jusqu'à 31 en début d'après-midi. On est à Quincy. C'est pas là qu'on va trouver Bigfoot, c'est pas vraiment son décor. Sa maison, c'est plutôt les grandes forêts et pour ça, il faut qu'on se déplace encore quelques centaines de kilomètres à l'ouest. Depuis que j'ai commencé ce voyage, sur les 7 jours, quasiment tous les jours, il y a des trucs qui m'ont retardé. Il y a eu des imprévus un petit peu partout. Vous l'avez vu, il a fallu qu'on fasse une vidange en cours de route. Des fois, il faut que je m'écarte de la route pour trouver de l'essence. Des fois, il y a des accidents. La dernière fois, il y a un accident qui a bloqué toute la route principale. J'ai dû faire un gros détour. Hier déjà, je sors de Yellowstone, le parc national de Yellowstone. Il y a un bouchon, un embouteillage qui a duré au moins, je sais pas, ça m'a retardé d'au moins 3 quarts d'heure. Pourquoi un bouchon? Je me suis posé la question, je me dis merde, il n'y a pas de ville, rien, il n'y a pas d'échangeur, il n'y a pas de périphérique. Et ben il y a des gens qui ralentissaient, voire qui s'arrêtaient pour prendre les photos d'un cerf qui était près de la rivière, qui était magnifique, hein, le cerf. Mais ça a créé tout un bouchon. Je sors du parc, il pleut à verse, mais à des trombes, je voyais rien. Du coup, bah, je roule prudemment, ça m'a ralenti. Et après ça, je passe dans une espèce de nuage d'insectes. J'entends les petits pets sur mon pare-brise d'insectes, ça fait pot. Un bruit de mitraillette. J'avais vraiment l'impression, enfin j'avais des centaines, des milliers d'insectes qui s'abattaient sur moi et je voyais quasiment plus rien. J'ai mis les essuie-glaces, ça a fait une espèce de tartine de purée d'insectes sur mon pare-brise. J'ai vidé tout le lave-glace et c'est un peu plus ou moins parti, mais ça reste un peu tartiné dégueulasse, qui fait que la nuit avec les phares en face, je voyais rien. J'avais juste une petite zone où je pouvais regarder et ça aussi c'était très chiant, ça m'a fait perdre du temps. Regardez sur la calandre de la voiture, on voit des restes, c'était hier soir. C'est un cimetière, j'ai vraiment fait une bouillie d'insectes. C'est vraiment très beau comme paysage, à chaque virage différent on découvre une nouvelle forêt, une nouvelle montagne. Le trip aurait été vraiment pas mal diversifié alors qu'on a vu que le nord des États-Unis. Quand on descend dans le sud, qu'on a les déserts, qu'on a les machins, ce pays est incroyable. Il est tellement grand que presque chaque état c'est comme de visiter un pays différent, autant dans les décors que dans l'ambiance, que on passe des fuseaux horaires. J'ai passé un nouveau fuseau horaire encore hier. C'est vraiment l'impression de faire des voyages dans le voyage. Bon, ça donne envie de s'arrêter ça. Attends, Antique Mall, c'est trop bien, il faut que je mette de l'essence en plus. Parfait. Je filme à l'iPhone parce que justement j'ai pas pris la grosse caméra, je me dis souvent c'est des trucs qui limitent les achats d'avoir une main prise par la caméra et là ça peut partir fort. On est accueilli par ça là, oui, on est juste à côté de l'autoroute. En parlant de l'autoroute que vous voyez derrière moi, les freeways, bah c'est vraiment free en fait. Là j'ai peut-être roulé les derniers 4000 km sans payer un seul dollar, ce qui est assez incroyable. Oh, ça pue, j'ai l'impression de rentrer dans un garage. Oh mec, mais quoi? Il y a 3 étages. Alors déjà c'est intéressant ça, ils ont des cartes de baseball, des vieilles cartes de baseball de 91. Une photo dédicacée de Pelé, 275 $. 23 $ pour les cartes de Jordan. Oh c'est dommage qu'il n'ait pas le numéro 23. Putain, ça on va voir ça en live, c'est trop bien, 8 $. Non, je cherchais des camions stylés à acheter tout le long du voyage, 24 $, c'est pas cher, j'ai payé ça une fortune moi le mien. Oh j'ai envie de tourner une vidéo. Je le disais, j'ai envie de tourner une vidéo YouTube ici. 100 $ chacun et qui est-ce qui fait les meilleurs achats? C'est vraiment stylé les comics, hein, se faire un petit mur comme ça là. Chaque pièce est incroyable, c'est que des petites pièces. Oh putain merde, les gars qui collectionnent les petites figurines Star Wars là. 2e étage, putain c'est pareil, oh des petites voitures. Je sais pas trop regarder de la tête, putain les Hot Wheels là. Oh. Mon micro ne marche plus donc du coup y a pas de son. Mais techniquement je suis en train d'expliquer que ce magasin était vraiment super. Ah là là, j'ai plein de tickets de caisse, ça va être une galère pour la compta. J'aurais acheté la moitié du magasin, mais pour des raisons de place dans mes bagages, je me suis contenté d'anciennes cartes à collectionner, mais quel plaisir cet endroit. C'était notre dernière étape avant d'entrer dans une épaisse forêt tellement vaste qu'on peut la traverser pendant des heures avec l'impression qu'on ne va jamais en sortir.
C'était le 10e plein d'essence et ça nous a coûté 54,75 $ pour 14,5 gallons. On était presque à sec. Maintenant que j'ai le plein d'essence et un pare-brise extrêmement propre comparé à tout à l'heure, j'arrive dans le Washington que je m'attendais à voir, à savoir des grandes forêts avec des arbres immenses. Imaginez des kilomètres de forêts denses, des montagnes imposantes et des vallées profondes enveloppées de brume. Ici, les arbres s'élèvent à plus de 30 mètres de haut, bloquant la lumière du soleil, créant une pénombre presque mystique. C'est le terrain idéal pour une créature insaisissable. Le mont Sainte-Hélène, les montagnes olympiques et les forêts nationales comme celle du mont Baker regorgent d'espaces inexplorés et de terrains accidentés. Cette région est si vaste et peu habitée qu'elle offre de multiples cachettes à un être qui souhaiterait rester à l'abri des regards curieux. Cette faune abondante permettrait à une créature comme Bigfoot de survivre en toute discrétion, entourée de cerfs, de poissons et d'une flore sauvage riche. Un cocktail parfait d'isolement, de nourriture en abondance et de recoins inaccessibles qui fait de Washington l'un des endroits les plus crédibles pour un mythe aussi mystérieux que Bigfoot. Mais ce n'est pas seulement la densité de la végétation qui rend cette région propice à Bigfoot. Washington est une terre de mystère et de folklore. Depuis des siècles, les tribus américaines locales parlent de créatures géantes qui arpentent ces forêts. Et encore aujourd'hui, les rencontres sont nombreuses. Quelques sites internet recensent les rencontres avec Bigfoot dans le monde entier et aux États-Unis particulièrement. Et si la créature a déjà été aperçue dans de nombreux pays, jusqu'au Tibet et même jusqu'au Japon, c'est de très loin dans l'état de Washington que les témoignages sont le plus nombreux. Ici, l'homme aurait croisé son passage plus de 700 fois ces 20 dernières années et la dernière rencontre remonterait à juin 2024. Dans le comté de Skamania, au sud de l'état, il est même interdit de chasser Bigfoot. Déjà, on se rend compte à quel point la forêt est vaste. J'ai passé entre 1 heure et 2 heures à rouler non-stop dans la forêt. Il y a pour plus de 100 km je pense de route. S'il faut un territoire vaste pour un Bigfoot, je veux bien croire que ce soit ici. Après je dis que Pierce et l'état de Washington en général, c'est un peu la capitale du Bigfoot. Oui et non, parce que quand on regarde les sites qui répertorient les rencontres avec Bigfoot, on se rend compte qu'il y en a déjà partout dans le monde, mais c'est dans l'état de Washington qui a très largement le plus de rencontres, et particulièrement ici dans le comté de Pierce. Il y a eu pas loin de 1 millier de rapports de rencontres avec le Bigfoot ici. Alors c'est intéressant de venir ici pour plusieurs raisons. Non seulement je me rends compte de l'immensité de la forêt, mais aussi de la difficulté d'accès. C'est pas que c'est difficile de rentrer physiquement dans la forêt, mais la forêt est très largement une propriété privée. On est aux États-Unis, donc je suis pas très étonné. Des fois, même dans le désert, on se rend compte qu'il y a des dizaines, des centaines de kilomètres de désert qui sont clôturés, qui appartiennent à une personne. J'ai vraiment eu énormément de mal à trouver une entrée dans la forêt. Ça m'a pris plus d'1 heure à passer sur des routes et des routes, parce que soit c'est des propriétés privées de particuliers, d'entreprises, ou alors même ça appartient à l'État, mais c'est fermé. Alors personnellement, je suis pas quelqu'un qui croit facilement à toutes les légendes. Petite pondération, c'est plus facile pour moi de croire en Bigfoot que en des soucoupes volantes ou des fantômes ou des choses comme ça. Ceci dit, sur les milliers et les milliers de personnes qui ont soi-disant vu un Bigfoot ou un Sasquatch, comme on appelle, pourquoi en 2024 il n'y en a pas un seul qui est capable de prendre une photo potable? Bon, première remarque. Et deuxièmement, au vu de toutes les soi-disant rencontres qu'il y a eu, ne serait-ce qu'aux États-Unis, la population minimum de Bigfoot, elle est estimée à au moins 4000 individus. Sur les 4000, il n'y en a pas un qui se mettrait près de la route au moins une fois pour faire bonjour aux voitures, pour regarder à quoi ça ressemble. Non, ça n'arrive pas. Et puis évidemment, on retrouve pas de corps, pas de squelette, pas de choses comme ça. En revanche, et c'est ça qui est troublant, il y a quand même énormément de témoignages, dont des gens extrêmement crédibles. Il y a aussi quelques photos. Il y a des débats sur est-ce que c'est vrai ou pas, mais bon, on sait à quel point c'est facile à truquer. Mais surtout, il y a pas mal d'empreintes. C'est l'épreuve principale, c'est les empreintes énormes de pieds qu'on trouve dans la forêt parfois, et à moins qu'il y ait des mecs qui chaussent du 62 et qui aiment faire du footing pieds nus, si les empreintes sont avérées, je comprends que les gens se posent des questions. Après, il y a toujours les mêmes explications qu'on peut trouver, à savoir des gens qui se trompent, des gens qui mentent, des gens qui font des canulars. Le phénomène Bigfoot tel qu'on le connaît aujourd'hui a vraiment pris son ampleur dans les années 50, mais c'est en 1967 que la hype moderne explose avec la diffusion d'une vidéo devenue mythique, le film Patterson,
Gimlin. Ce court enregistrement montre une silhouette massive et poilue marchant dans une clairière de Californie. Depuis, Bigfoot est devenu une icône culturelle, relancée par les médias, les émissions télé et même des festivals qui célèbrent son mythe. Chaque année, des dizaines de personnes affirment avoir aperçu le célèbre cryptide, ce qui entretient encore plus la fascination collective. Mais ces témoignages sont-ils fiables? Les sciences comportementales nous disent que la mémoire humaine est imparfaite. Lorsqu'une personne se trouve dans une situation stressante ou dans un environnement inhabituel comme une forêt dense, l'esprit peut facilement interpréter des ombres, des bruits ou des mouvements naturels comme quelque chose de plus mystérieux, voire de surnaturel. De plus, l'influence des récits populaires et des images de Bigfoot diffusées dans les médias peut conditionner les gens à voir ce qu'ils croient déjà. La suggestion est puissante et une simple branche cassée dans les bois peut, dans l'esprit de quelqu'un, devenir une preuve d'une créature géante. On peut d'ailleurs faire un intéressant parallèle entre les observations de Bigfoot après 1969 et celles d'OVNI après l'incident de Roswell en 1947. Dans les deux cas, ces phénomènes mystérieux sont devenus des symboles de culture populaire et leur explosion médiatique a coïncidé avec une hausse spectaculaire des témoignages. Après l'incident de Roswell, où l'on croyait qu'un vaisseau extraterrestre s'était écrasé au Nouveau-Mexique, les gens ont soudainement commencé à voir des objets volants non identifiés partout. Le même schéma se retrouve avec Bigfoot après la diffusion du film Patterson-Gimlin en 1967. Mais dans les deux cas, les preuves matérielles restent anecdotiques, avec des photos floues, des vidéos douteuses et des témoignages oculaires qui sont difficiles à vérifier. Des empreintes de pas gigantesques ont bien été trouvées, mais celles-ci peuvent facilement être falsifiées, et certaines analyses ADN récupérées sur des poils ou des échantillons de sang se révèlent souvent être celles d'animaux connus comme des ours ou des cerfs. Le scepticisme persiste donc pour une simple raison: il n'existe pas de preuves scientifiques concrètes et irréfutables. Pour convaincre la communauté scientifique, il faudrait un corps ou une preuve biologique claire, ce que personne n'a encore pu fournir. Tant que ces preuves tangibles n'apparaissent pas, Bigfoot continuera à osciller entre mythe et réalité, alimentant ainsi sa légende. Mais cela n'empêche pas ce mythe de perdurer, car il nourrit quelque chose de plus profond en nous, la quête de l'inconnu et l'envie de croire qu'il existe encore des mystères que nous n'avons pas résolus. Il n'y a que 30% du territoire des États-Unis qui est accessible par l'homme, qui a été foulé par l'homme. Tout le reste, c'est des déserts ou des forêts immenses comme ça. Donc effectivement, il reste encore des endroits où on peut se cacher, entre guillemets. Bon, écoutez, je pense pas qu'on trouve un Bigfoot aujourd'hui, pas en si peu de temps. De toute façon, je ne suis pas en train de le chercher, parce qu'il paraît que quand tu le cherches, tu le trouves pas, et c'est que quand tu le cherches pas que tu le trouves. Je pense qu'on va retourner à la voiture et finir aujourd'hui notre quête, notre périple, qui est de traverser les États-Unis en 7 jours. Et il faut que j'arrive ce soir, avant minuit. J'aimerais bien arriver avant la tombée du soleil, ce qui va être une mission assez délicate puisqu'il est bientôt 6 h et que j'ai pour 4 ou 5 heures de route. On verra. Si j'arrive de nuit, vous m'excusez. Ah putain, alors c'est que des ronces, que des orties. C'est un calvaire. Évidemment, je suis en shirt et en t-shirt. Oh putain, et ça marche là-dedans. Allez. La forêt est tellement dense aussi que j'arrive un peu à comprendre que quand tu vois un truc au loin et que tu prends une photo, c'est pas facile de distinguer quelque chose. Et même s'il y avait quelque chose juste là qui bougeait, je suis sûr qu'entre les feuilles on voit rien. 11e et dernier plein d'essence de ce voyage. Là c'est la dernière station avant plusieurs centaines de kilomètres. Une fois que le total sera affiché ici, on saura combien on a dépensé d'essence pour traverser les États-Unis. En tout cas en péage, on a dépensé 20 $. C'est quasiment tout gratuit. J'ai pas encore fait les calculs, mais je pense qu'on doit être à peu près sur les 500 $. On arrive à la mer. Ouh! Bienvenue à l'aéroport international de Bangor. C'est la maison de Stephen King, je suis devant. Bienvenue à Fort Williams. Oh, ça fait plaisir. Jamais j'ai vu autant de guns de ma vie. Salem, une ville a priori totalement normale. Les profs sont sympas, on apprend en rigolant. L'enseignement passé par la religion avant tout. Ils ont bâti en quelque sorte une cité universitaire religieuse. On se rapproche doucement de Gary. Cette maison qui est derrière moi, c'est tout simplement la maison de Michael Jackson. Ouais, je me barre. Il y avait clairement quelqu'un. Il y a quand même pas mal de drogue et d'armes à feu qui circulent dans cette ville. Elle entretient ses arbres alors qu'elle est entre deux maisons totalement délabrées. C'est du patrimoine historique, vraiment c'est même du patrimoine mondial.
c'est reposant. C'est fou de se dire que je suis dans une prison et que c'est reposant. Bienvenue à Iowa 80's World. Je me suis lancé le défi de traverser les États-Unis d'est en ouest en 7 jours. 7 jours, 7000 km. Wow, la porte comme elle est pas solide, c'est quoi? C'est un peu au bord de la NASA. C'est fascinant leur cimetière, il n'y a pas de barrière, on peut passer dedans en voiture. Mais en fait, il n'y a personne parce que la moitié du centre-ville est abandonnée surtout. C'est comme un désert, mais un désert vert, plein de champs. J'ai l'impression que même si je pose ma main dessus, elles vont tomber, elles sont à rien. Il ne reste pas grand-chose à explorer de la ville, hein. Malheureusement, regardez, tout est dans cet état-là. Des vieilles photos de gens que je ne connais absolument pas. Oh, c'est trop bien! On a le soleil qui se couche pile derrière, donc c'est la pire heure. Il y avait entre 11 000 et 14 000 Japonais qui étaient retenus prisonniers, appelons ça comme ça. On voit que les bâtiments sont pas d'extrême grande qualité. Là, ici, en regardant de plus près, c'est bien un feu de forêt qu'il y a eu, mais un feu de forêt immense, hein, qui a dévasté des kilomètres et des kilomètres. Regardez, c'est pour ça qu'on vient ici. Ah, c'est beaucoup trop stylé d'être ici. Toutes les dalles sont dans le sol, il n'y a rien qui dépasse, à part les fleurs. Wouh, on y est, on l'a fait. Le soleil qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest 7 jours plus tard. Bon, il y a des nuages quand même, mais... Et on arrive tout à l'est des États-Unis avec au compteur 16 224 km. C'était une sacrée semaine. Je suis tellement content de ce road trip. Je crois que c'était le 10e de cette chaîne. C'était une sacrée aventure. C'était un sacré challenge. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais faire 7 vidéos en 7 jours, tout en faisant environ 10 heures de route par jour, c'est pas si facile. J'espère pouvoir le refaire peut-être dans d'autres pays ou sur une autre latitude des États-Unis. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors techniquement la vidéo aurait dû s'arrêter là, mais dans la réalité, il faut que je rende la voiture, il faut que je la rende à Vancouver. Donc on a un jour de road trip supplémentaire. Et en plus, je l'avais loué à Montréal. Donc en fait, ce voyage s'est étalé sur 9 jours et pas 7. Et au total, je vais vous donner le chiffre, pour traverser les États-Unis d'est en ouest, j'ai roulé 6714 km en 7 jours. Ça fait une moyenne de quasiment 960 km par jour. Je pensais qu'on ferait 7000 km, mais j'ai un petit peu adapté au fur et à mesure de la route et on a fait moins que prévu. Je me suis bien débrouillé. Qu'est-ce que j'ai le plus retenu de cette aventure, si vous voulez savoir? Je pense que ce que j'ai le plus apprécié, c'est la ville le petit village de Monowi avec la grand-mère et la ville abandonnée de Gary. C'était assez incroyable. Moi, j'aime beaucoup l'exploration, donc ça vous étonne pas. Mais en général, je pense que les bonnes surprises, c'était les paysages. Les paysages en plus inattendus par-ci par-là. Des fois, tu prends un détour, tu vois une falaise, tu vois un truc, c'était assez incroyable. Et ce que j'ai le moins aimé, de très très loin, c'était chercher des hôtels. Là, les 3 derniers jours, typiquement, c'était l'enfer. Ce qui explique que j'ai passé 2 jours à dormir dans la voiture, faute d'hôtel. Et l'hôtel d'hier, qui était très sympa, je l'ai payé une couille et j'ai dû rouler plus de 2 heures pour y arriver. Mais ça, c'est des détails parce que ça me dérange pas trop de dormir dans la voiture, j'ai l'habitude. C'est juste la douche qui aurait fait du bien après les explorations. Mais bon, ceci étant dit, c'était quand même assez exceptionnel, mais je vous conseille pas de le faire, en tout cas pas en 7 jours, parce que c'est assez physique. Moi j'adore conduire et j'ai une très bonne résistance au sommeil, j'ai pas besoin de dormir beaucoup, je peux faire de longs trajets, etc. Pourtant j'ai quand même été pas mal fatigué à certains moments. Et puis c'est bien de pouvoir profiter plus, hein, tout simplement. J'ai réussi, je pense, à très bien gérer parce que les endroits que je voulais vraiment voir, j'y ai passé du temps, je les ai explorés vraiment comme je voulais. Mais c'était au prix de nombreuses heures de conduite la nuit, etc. Et puis le ski à pêcher, c'est la bouffe. J'ai vraiment pas pris le temps de m'arrêter dans des bons restaurants. J'ai fait beaucoup d'aires d'autoroute, de choses comme ça. Et ça, c'est un peu dommage. Allez, voilà pour ce petit bilan. Bien arrivé à Vancouver. Et à Vancouver, nous allons partir à la rencontre de Jackie, qui travaille avec moi sur la marque de vêtements Tous Imparfaits. Je vous le présente juste quelques secondes sur cette chaîne. Si vous suivez Si Japon Corp, vous le connaissez bien. Un portrait très solide. Oh! Allez, on finit là-dessus. Si vous voulez plus de contenu entrepreneurial, c'est sur la chaîne Ici Japon Corp. Merci d'avoir suivi cette vidéo et ce petit road trip de cette vidéo. Je t'ai pas encore raconté, mais c'était vraiment incroyable. On en parle, hein, ça a l'air incroyable. Ouais, c'était vraiment super. Merci à Ubigui d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et évidemment, vous avez le lien dans la description. Quand vous voyagez, pensez à eux. Je suis sûr que tu l'as déjà utilisé. Bah, tu Ubigui, à chaque fois que je viens au Japon, ça me sauve. C'est parfait. Genre vraiment, j'atterris, j'ai mon Ubigui, c'est parfait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous! Et dites-moi où on part la prochaine fois si jamais je peux peut-être écouter les conseils.